Tu as fait le bon choix de cliquer sur ce podcast cinéma puisque nous allons te parler des meilleurs films sortis en 2025 et un petit peu aussi des pires, mais surtout des meilleurs. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, sur ta plateforme de podcast, ça nous aide. Et n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, Drapeau Rouge. Générique très court dans 1 seconde. 3, 2, 1. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Et bonsoir à tous. Bonne année, joyeuses fêtes. Bonne année surtout, oui, ça y est. Et oui, le calendrier grégorien se réinitialise enfin. Janvier est arrivé, une nouvelle année. Bon sang, ma voix part déjà. Je m'excuse, je traîne une espèce de rhume depuis des semaines. Je m'excuse. Voilà. Terrible. C'est terrible. L'homme enrhumé que vous entendez, c'est moi, c'est Florian Hepp. Et je suis avec le Gap, Guillaume André Petit. Salut à tous. Qui est lui par contre dans une santé de fer. Ouais, ouais. Impeccable. Mieux que Brigitte Bardot. C'est vrai qu'on va mieux que Brigitte Bardot, qu'on embrasse, qui était une fidèle auditrice de l'émission. Évidemment. Aujourd'hui, trêve de plaisanterie, puisque nous avons du pain sur la planche. Oh, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous allons faire un top 10 de l'année cinématographique 2025. Donc nous allons vous parler de nos 10 films préférés de l'année. Également, il n'en aura pas que 10, puisqu'on va faire quelques mentions. Quelques mentions. Et il y aura aussi une petite partie flop. Ouais. Pour rigoler, pour se mettre en jambes. On va essayer de pas faire des flops. On parlera pas de Minecraft ou de Papa Mobile, par exemple. Ou de... Oui, non mais... Ou de films Marvel, enfin... Voilà, on va essayer de faire un flop qui est plus des films qui auraient pu être bien ou qui ont quelque chose quand même, qui ont été plus des déceptions ou vraiment des merdes, mais en tout cas, voilà, pas des films évidemment nuls. Oui. Encore que, je sais pas, en fait, nul. il faut que t'as mis des films évidemment nuls dans ton flop. Bon, bah tu sais quoi, on y va. Ouais, il y a des films évidemment. On y va tout de suite. 5e place de ton flop, Le Gap. Ah, je les ai pas classés les 5. Qu'as-tu mis ? Oui, bah le premier film de ton flop. Bah écoute, c'est L'étranger. Oui. L'étranger de François Ozon, dont on a parlé dans le podcast. Tout à fait. On a fait un épisode dessus, donc entre autres choses, donc L'étranger, qui je trouvais ça très mauvais. Plus j'y pense, plus je le trouve mauvais dans ma tête. Si vous voulez plus de détails sur ce qu'on en pense, en tout cas ce que j'en pense, il y a l'épisode qui est sorti. Ouais, c'est ça, parce que aussi petite précision, c'est qu'on a commencé le podcast en août 2025. Juin, pardon. Le premier épisode est sorti le jour de mon anniversaire, quand même. Tout à fait. En juin 2025. Donc il y a 6 mois de films qu'on n'a pas traités dans le podcast, mais du coup forcément il y a 6 mois de films qu'on a potentiellement ou non traités dans le podcast, donc on va pas s'étaler sur les films dont on a déjà parlé, on vous renvoie vers les épisodes susnommés. Moi j'ai mis Hurry Up Tomorrow. Ok, que j'ai pas vu. De Theodore Schultz. Ouais. J'étais très déçu, non parce que je m'attendais à la cagade. C'est donc le film de The Weeknd adapté de son album, qui en plus j'ai pas trop aimé son dernier album. Non plus. Et j'en attendais rien de ce film. À la base, c'était censé être réalisé par le fils, le mec qui a fait Euphoria là, et avec qui ils ont fait The Idol aussi. Mais The Idol a été tellement un flop, un commercial et critique, qu'en fait ils se sont pris la tête, The Weeknd et ce mec. Et du coup, c'est très Edward Schultz. On lui a refilé le bébé. Et ça me fait beaucoup de mal parce que Edward Schultz, c'est un cinéaste que j'adore. J'avais adoré It Comes at Night, j'avais adoré Krisha, j'avais aimé plus que de raison Waves. On est d'accord. Et là, du coup, je me suis dit, bon, bah, il y aura peut-être quelque chose à se mettre sous la dent. Non, c'est catastrophique. Vraiment, de A à Z, catastrophique. Même les scènes de concert sont nulles. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Jenna Ortega, ridicule dans le film. The Weeknd, n'en parlons même pas, sa performance d'acteur, elle est catastrophique. Donc, voilà. Son seul bon rôle, c'est dans Uncut James, finalement. Ah, c'est vrai. Et encore. Bon, deuxième film de ton flop, Le Gap. Deuxième film de mon flop. Alors, encore un film dont on a parlé dans le podcast. Très bien. Kaamelott. 2 parties. Bah, moi aussi, je l'ai mis, donc je te coopte. Donc voilà, on a dit ce qu'on en pense. On en a parlé pas très longuement, mais on a quand même parlé un peu dans le podcast. Ouais. Donc on vous laisse écouter l'épisode, voilà. Mais film assez cata, mais bon.
catastrophique. On vous renvoie vers l'épisode. Pour le coup, on savait avant d'aller le voir. Enfin, il n'y avait pas de. Oui, mais on espérait quand même un peu mieux quand même. Enfin, personnellement, je m'attendais à un petit peu mieux. Bien sûr. Prochain film de ton flop. Eh ben, on en a encore parlé dans le podcast. Oh bah alors. Et tu l'as sûrement aussi. Vas-y. A Big, Bold, Beautiful Journey. Tout à fait. De Kogonada. Tout à fait. Mais je savais que t'allais le mettre, donc je l'ai pas mis dans mon flop. Ok. Parce que j'avais un peu de provoque à faire sur le dernier. J'ai mis un petit film provoque à la fin de mon flop. Ouais. Mais tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Non, encore une fois, écoutez l'épisode, parce que cet épisode, il est incroyable. C'était rigolo, ouais. C'est vrai que c'est catastrophique comme film. Ah ouais, c'était dur. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais écoutez l'épisode, en plus, il est un peu marrant. Franchement, mais voilà. Moi, j'ai décidé de mettre un film Netflix, sorti ce mois-ci, en décembre. Oh. Réalisé par Catherine Bigelow, House of Dynamite. Ok. Catherine Bigelow, qui est donc une réalisatrice américaine assez en vue, qui a plutôt pas mal de bons films à son actif. En plus, j'ai découvert cette année, le film avec... oh là là, mais c'est horrible. Mais enfin, la mémoire. La mémoire dans la peau. Je suis Jason Bourne ou quoi? Dans la peau. Non, mais moi, j'aimais bien, même là, quand elle est partie en... Zero Dark Thirty, Des mineurs, dans cette espèce de gloire de l'armée américaine, qui étaient des films qui étaient dans le fond catastrophiques et dégueulasses, mais qui étaient super. Des mineurs, j'ai beaucoup aimé. Ah, bien sûr, mais Zero Dark Thirty aussi, moi j'adore. Hein. Et j'avais découvert Strange Days, du coup, qui est un film qu'elle a fait en 95, coécrit avec ce bon James Cameron. J'avais trouvé assez dingue aussi comme film. Et donc, House of Dynamite, en plus, le pitch m'intéressait beaucoup, puisque c'est... en gros, ça part du principe... Enfin, ça part du principe. Le film démarre, et en fait, on a une alerte à la bombe nucléaire. Il y a une bombe nucléaire qui arrive sur les États-Unis. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on est avec... on a le point de vue des militaires qui sont plus politiques, qui doivent gérer l'évacuation de la ville, etc. Le point de vue du président de la République. Ça arrive sur quelle ville? Eh ben, c'est un petit peu... Je vous le dis pas. C'est un spoil. Enfin, c'est pas un spoil, mais... Non, mais... En gros, il y a tout un truc, justement, où les 20 premières minutes du film, ils savent pas sur quelle ville ça va tomber. Ah, sympa. Okay. Donc en fait, le pitch est super. Le pitch a l'air sympa. Mais oui. Et je me suis dit, bon, Catherine Bigelow, elle va sûrement faire un truc intéressant là-dessus. Et ben non, elle n'en fait rien. Les dialogues, à un moment donné, il y a vraiment le président... Donc, Idriss Elba, qui joue le président de la République. Barack Obama. Voilà. Ni plus ni moins qu'une ressucée de Barack Obama. Et il est dans l'avion avec son... C'est comme, il y avait un autre film comme ça, La chute de la Maison Blanche. Tout à fait, oui. C'était... Ça, c'est qui le président? Morgan Freeman? Non. Je sais plus. Mais en tout cas, il y a une scène, à un moment, ils sont dans l'avion, le président est avec son conseiller militaire, et genre, je crois que la bombe va pas tarder à exploser, à tomber en tout cas. Et il lui dit, j'ai entendu dire dans un podcast que... Et il lui sort une réplique genre développement personnel. Ça, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Et t'as raison, c'était Morgan Freeman. Ah bah. J'ai encore de bons restes. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse... Ah. Il est dans le film, mais c'était pas le président des États-Unis dans le film. Je suis un fou. Il n'y a pas un autre film où il y a... Je pense qu'on peut passer... Où il y a un président renois, ouais, on s'en bat les couilles. C'est pas très... Alors... Si tu veux, on peut passer 30 minutes dessus. Et je pense que les gens ne sont pas venus pour ça, mais après, bon. dites-nous en commentaire qui était votre président acteur noir préféré dans les films américains. Si en tout cas le sujet vous intéresse d'une bombe nucléaire qui arrive et qui... Je vous conseille bien sûr le documentaire de Peter Watkins, enfin le documentaire La bombe de Peter Watkins, ou l'excellent film Threads également. Oui. Qui est sorti 20 ans plus tard, qui est un peu le même principe que Peter Watkins. Donc voilà, plutôt que House of Dynamite, qui est vraiment... Mais vraiment, il y a un problème des films Netflix... Enfin, un problème des films Netflix. L'image Netflix, ces dernières années, me questionne. C'est-à-dire qu'en fait, Et j'ai pensé pareil en regardant Frankenstein de Del Toro. Je me disais, en fait, Netflix a annihilé ma perception de ce qu'est une belle image. Non mais oui, totalement. Je ne sais plus ce qu'est une belle image à cause de Netflix. Parce que Frankenstein de Del Toro, House of Dynamite,
Et même Wake Up Dead Man de Rian Johnson, que j'ai plutôt bien aimé en plus. Mais je me disais, en fait, tout est artificiel, tout se ressemble, les couleurs sont belles et tout, mais je ne ressens rien. Netflix a annihilé le beau. Voilà. Donc House of Dynamite. Le Gap. Ton dernier flop. Comment ça, mon dernier? Non, j'en ai Pardon, il en reste 2. Eh oui. Vas-y. Encore un film dont on a parlé dans le podcast. Le dernier ne sera pas le cas, mais celui-là, c'en est un. Ok. Exit 8. J'ai failli le mettre. Eh oui. Mais je l'ai pas mis, mais ouais, c'était nul. Et c'était bien nul, le film de Genki Kawamura. Dont, voilà, pareil, je vous renvoie vers l'épisode. Je vous renvoie vers l'épisode. Tout à fait. Quant à moi, j'ai mis Connemara de Alex Lutz. Ok, je l'ai pas vu. Ouais, moi j'étais très déçu parce que j'adore Alex Lutz, premièrement. Voilà, Guy, c'était très bien. Guy, c'était exceptionnel. Même, il avait fait un film avant qui s'appelait Les problèmes de mes amis, un truc comme ça, qui était une comédie assez touchante, plutôt réussie. Et il avait fait un film aussi l'année dernière, ou il y a 2 ans, un tout petit film avec Karine Viard, où pareil, c'était juste 2 personnes une nuit à Paris. C'était très simple, c'était très sympa, c'était très mignon. Donc là, je me suis dit Connemara. En plus, moi, j'ai lu le livre de Nicolas Mathieu que j'aime beaucoup. Et c'est catastrophique. Catastrophique. Il en a fait... Difficile de reprendre Nicolas Mathieu, mais... Il a pris toute la sève. Ouais, même leurs enfants après, c'était pas réussi. Alors que le livre était super. En fait, il a pris tout ce qu'il y avait de conscience, de classe et de problèmes dans Connemara. Il a enlevé du film. Pour ne garder que les trucs de psychologie à 2 balles. C'est très... En plus, même le montage est très étrange. Il a essayé de faire une espèce de réalisation caméra à l'épaule, un peu Lars von Trier-esque. Il a tenté des trucs qui sont pas si mal, mais je trouve que le film est totalement raté et on n'y comprend rien. Et ne reste à sauver que Mélanie Thierry qui est super. Et Bastien Bouillon, je commence à plus en pouvoir. Voilà. Ah, ça y est. J'ai failli mettre partir un jour dans le flop aussi parce que ouais. En fait, j'adore Bastien Bouillon. Je n'aime pas ce qu'on en fait. Oui, j'allais dire, moi, Bastien Bouillon, j'ai pas de souci avec lui, mais c'est vrai que... En fait, quand je le vois jouer ces rôles-là, oui, on a compris que c'était qu'il était très beau et qu'il avait 40 ans et qu'il était probablement encore plus beau quand il était jeune et qu'il est resté très beau. On a compris. Il faut en faire quelque chose d'autre maintenant. Par pitié, je vous en supplie, faites-en quelque chose d'autre. Parce que vous êtes en train de casser Bastien Bouillon. C'est vrai. Et c'est pas bien. Ton dernier flop. Mon dernier, celui-là, on n'en a pas parlé dans le podcast. C'est un film Amazon. Oh. Oui. Déjà, ça me choque, parce que normalement, ils produisent que du bon. Guy Ritchie. Oh, waouh. Fountain of Youth. Oh là 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 là. Je l'ai pas vu, mais ouais. S'il y avait un classement dans ces flops, c'est ce que le flop 1. Vraiment. Une bouillie visuelle, une catastrophe. C'est avec Nathalie Portman, non? Nathalie Portman et John Krasinski. Ah, Krasinski, ouais. Ouais, Krasinski. Ouais, plutôt un bon casting, en vrai. Ouais, surtout qu'on l'aime bien, Krasinski, ici. On est des passionnés de The Office, évidemment. Oh, il faut le dire. Mais ouais, non, une catastrophe. Je vous avoue, je me souviens très peu du film aujourd'hui, mais je me souviens avoir bien rigolé devant ce film. Bien écoute. Des rires jaunes, sarcastiques. Sans transition. C'est ton dernier? Ah, c'est là, attention. Je fais une petite provoque. Évidemment que c'est pas l'un des pires films de l'année. Évidemment que le film est bien. Enfin, que c'est pas un mauvais film même, mais c'est juste que je l'ai vu dans beaucoup de top et on me l'a beaucoup conseillé et je suis allé le voir avec une ouverture d'esprit folle, un amour pour ce pays, qui plus est, et j'en suis sorti très déçu. C'est Escape from the 21st Century de Lee Yang, qui est donc un film. Oh oui, mais alors je l'ai pas vu. J'ai pas compris ce film. Je me suis senti... Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui le met dans ses tops. Ouais, je l'ai vu dans pas mal de tops. Et j'avoue que le film... Alors, moi j'aime bien les prémices, on va dire, du film. Mm-hmm. J'aime bien le côté... une bande de jeunes qui voyagent dans le futur et qui voient leur vie un petit peu, qui font des trucs qu'ils aiment pas faire et qui du coup essaient de le changer dans le passé. Mélangé avec une espèce de film d'action complètement loufoque et... où il se passe plein... Mais en fait, je pense que c'est trop inspiré film d'animation pour moi et il me perd.
C'est trop... J'ai eu l'impression... Alors, attention, je ne regarde pas d'animé. J'ai eu l'impression de voir un animé en live action, en fait. Ok. Et du coup, tout était trop grossier. Les personnages, l'humour n'a jamais fonctionné sur moi. Je me suis perdu, en fait, devant ce film. J'avais vraiment l'impression d'être vieux. Je me disais, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça ne m'intéresse pas, je ne connecte pas avec ces gens-là. Et donc voilà, je le mets dans mon flop, voilà, pour faire un petit peu de provoque, un petit peu. Voilà, parce que c'est ça, hein, Internet, vous aimez, vous êtes là pour le sang, comme disait Raymond Domenech. Oh, nous, faire mon 7 pages flop. Bah oui, il est temps de passer Il est temps de parler de mon film. De bons films, en effet. Je pense à mon numéro 10 en disant ça, et je me dis... Je vais peut-être avoir des petits... Là, ça va être marrant. Je vais me faire des ennemis, je pense. Bien. Ah ouais? Bah, j'abuse. C'est pour le watch time. Commence par qui? Bah, vas-y, moi, je viens de finir, donc... Ok. Il est temps de parler du top 10 de l'année 2025. Guillaume André Petit. C'est moi. Vous êtes demandé à la barre pour me donner votre 10e meilleur film de l'année. 10e position. En 10e place, monsieur. Un film dont on a parlé dans le podcast. Vas-y. Longuement, très longuement. Oh. Une bataille après l'autre. De Paul Thomas Anderson. Ok, mais je suis rassuré, je pensais que t'allais pas le mettre. Eh si. Je suis content que tu l'aies mis. Je suis rassuré. Oui, parce que j'ai... je le dis dans l'épisode, c'est pour moi pas le meilleur Paul Thomas Anderson. Mais ça reste quand même un très grand film, on va pas se mentir. Merci de le dire. Et en plus, il est rentré en moi ces derniers mois. Bien sûr. Vraiment, quel film. Encore une fois, on en a parlé déjà longuement, mais quel film quand même. Il y a beaucoup de séquences qui me reviennent très souvent. Et puis voilà, une bataille après l'autre. J'imagine qu'il sera dans ton classement, évidemment. On en parlera peut-être plus tard. Peut-être plus tard, mais voilà. Sans spoiler. Mais ok, je suis bataille après l'autre, on en reparlera tout à l'heure du coup. En 10e position, pour ma part, j'ai longuement hésité. J'avoue que c'était une évidence quand je l'ai vu. Pourtant, quand je suis sorti de la salle, je me suis même dit ok, ce film est un des grands films de l'année. Et pourtant, peu de gens l'ont vu. Peu de gens l'ont compris, à mon sens. Okay. Et pourtant, il est super. En 10e place, j'ai mis Les Linceuls de David Cronenberg. Ok. Oui. Ok. Je crois que sur Letterboxd, ma critique du film est un petit peu virulente envers les gens qui... De à chaque fois que je vois que t'as mis une review sur un film, c'est pour attaquer les gens. Je suis très agressif, moi, sur Letterboxd, je suis très dans la réaction. Mais ça m'énerve quand il y a des films que... Ça m'énerve la façon dont sont traités les films que j'aime parfois sur ce site. Voilà. On en reparlera peut-être. Je vous lis ma critique Letterboxd tout de suite. Oui. Elle est très courte de toute façon. La postérité jugera la façon dont vous avez méprisé le cinéma de David Cronenberg depuis plus de 10 ans. Point. Balancé. Et je m'y tiens. X risqué, mais X assumé. Pour moi, non mais vraiment, hors de la blague, pour moi je trouve vraiment que c'est un grand film de l'année. Je trouve que Cronenberg depuis... Il y a eu quelques ratés depuis les années 2010, mais en tout cas on va dire à partir de son espèce de rebranding... à partir du moment où il a compris qu'il allait mourir bientôt et qu'il a fait des films comme si c'était les derniers films qu'il allait pouvoir faire de sa vie, je trouve qu'il y a un truc qui se dégage de ça, assez dingue, depuis Cosmopolis. J'avais un peu moins aimé son film d'après, Maps to the Stars, que j'ai quand même plutôt bien apprécié. J'avais adoré Les Crimes du futur, mais je trouve que là, Les Linceuls, on est encore dans un stade supérieur où il va encore plus loin. Déjà, c'est avec Vincent Cassel, qui cosplay Cronenberg. Et ça, c'est exceptionnel. Cassel, j'ouvre une mini parenthèse sur Vincent Cassel, j'aime beaucoup me moquer de lui. Parce que c'est un être humain très drôle malgré lui. Oui, clairement. Mais par contre, Cassel, quand il est dans un film, il lock in. Pour moi, en tant qu'acteur, je trouve qu'il apporte toujours quelque chose dans les films. Il a une rigueur de jeu et une intensité que très peu de gens ont dans le cinéma actuel. Oui, parce que je l'ai vu dans plus de mauvais films que de bons. Ah bah il faut oui. Ça, même, pratiquement que du mauvais. Non, ça peut. Ouais, j'abuse.
pas tellement. Mais oui, mais je suis complètement d'accord avec toi sur lui, ce qui je trouve qu'il dégage quelque chose à chaque fois, surtout quand il est dans des bons films, et dans des films surtout qu'il aime faire. Et là, en fait, donc je referme la parenthèse sur Cassel, je trouve que Cronenberg, dans ce film, en fait, il perd sa femme avec qui il était marié depuis... là, dans la vraie vie, sa femme meurt après, je crois, 50 ou 60 ans de mariage. Quelque chose comme ça. Et donc, il en parle dans le film. Et il parle du deuil. Il a une espèce de réflexion très vertigineuse de traiter, en fait, le couple, en tout cas, la femme, donc sa femme, comme un prolongement de son propre corps, parce qu'ils sont ensemble depuis très longtemps. Et du coup, quand elle meurt, le manque du corps de l'autre comme une espèce de manque de son propre corps. Et du coup, un truc un peu malsain, parce qu'il parle aussi de... David Cronenberg ne s'est jamais censuré quand il faut parler de sexe, même quand il faut dire des trucs qui sont pas forcément qui sont encore une fois un peu malsains, on va le dire. Mais ce côté, oui, le désir qui s'évanouit à jamais puisque le corps n'est plus là, et de comment retrouver cette espèce de... Il y a tout un truc dans le film avec donc du coup la femme décédée de Vincent Cassel dans le film, qui est jouée par Diane Kruger, qui a une sœur jumelle, et du coup dans le film il y a cette espèce de maintenant que la femme est morte, il y a la sœur jumelle qui a le même corps mais qui n'est pas la même personne. Est-ce que je désire? Est-ce que c'est ma femme? C'est très très beau. C'est très très fort. Le film se perd un petit peu. À un moment donné, il part dans un délire de complot politique avec la Chine, machin. Bon, cette partie-là, on peut la laisser de côté. Mais toute la partie où notamment, du coup, Diane Kruger, qui est donc la femme de Vincent Cassel, il y a des flashbacks où il la revoit dans des rêves ou des cauchemars qu'il fait, où en fait, elle avait un cancer du sein. Et en fait, donc, il y a un moment où, dans ses rêves, elle revient le voir, et à chaque fois, elle a un membre en moins. C'est-à-dire qu'au début, elle arrive, elle est nue, et elle a un sein, une ablation, donc elle a qu'un sein. Ensuite, elle revient, il lui manque une jambe, ensuite un bras. Okay. Et en fait, on la voit dépérir comme ça, dans une espèce de... dans un espèce d'élan onirique, quoi. C'est-à-dire que petit à petit, son corps se désintègre, et il y a de moins en moins possibilité de se rapprocher physiquement. Et bref, ça m'a beaucoup plu, et c'est un film vraiment que je vous encourage à voir, au-delà des critiques qui ont été faites au moment où il était à Cannes en 2024, pour le coup, où il s'était fait dézinguer par la critique. Il est sorti en queue de poisson début 2025, où pareil, les gens ils sont allés un peu pour se moquer, alors que, pour moi, c'est un grand film. Et voilà, c'est important pour moi de le mettre dans le top 10. J'ai fait long parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, et que j'avais besoin de défendre David Cronenberg. Et voilà. Numéro 9. Numéro 9. Numéro 9. Quel est ton 9e? Numéro 9. Continental 25 de Radu Jude. On part en Roumanie. Allez. On part en Roumanie. Donc j'en avais déjà touché 2 mots dans un épisode, je me souviens, mais oui. Donc c'est l'histoire d'une huissière de justice qui procède à une expulsion d'un SDF d'un bâtiment. Et qui, du coup, quand ils vont pour l'expulser, ils lui disent t'as 15 minutes pour faire tes affaires, nous on va boire un café en attendant. Quand ils reviennent, le SDF s'est suicidé. Donc c'est un film hyper pertinent sur la machine à broyer qui est le capitalisme. C'est arrivé il y a pas longtemps en plus, dans la vraie vie. Exactement. C'est juste après la sortie de Continental 25, on y a pensé. Et surtout le cynisme provoqué par la culpabilité de personnes qui sont confrontées au réel de façon brutale. Et ici l'exemple, alors il y a un exemple criant dans ce film sur ce cynisme, c'est que après l'histoire, donc l'huissière elle raconte souvent l'histoire à des amis, de la famille. Donc elle paraît un peu triste en racontant l'histoire, mais elle finit toujours par dire une phrase, c'est et du coup, c'est à cause de ça que j'ai pas pu partir en vacances. C'est fou. Ouais. Donc, il y a ce jeu-là de Radu Jude elle éprouve un peu de culpabilité, cette femme, mais en même temps, elle s'en fout un peu, quoi. Ouais. Et tout joue là-dessus, et j'aime trop à quel point aussi le film est hyper ancré dans notre contemporain. Il y a beaucoup de références culturelles ou même de l'actualité politique dans ce film. Bon, c'est du Radu Jude.
Et il y a une scène assez folle où il y a un chien robot qui se bat, en tout cas qui commence à attaquer ou se battre avec un SDF. Ok. Et c'est dingue. C'est dingue. Bref, voilà. Pour moi, Continental 25 est un très grand film. Bah, je te crois, je l'ai pas vu. Et bah, je te conseille, en tout cas, Continental 25 de Redwood Jude. C'est Voilà. noté. Moi, je vous conseille de le voir. Bah, c'est noté. En numéro 9, pour ma part, de mon côté, j'ai mis Black Dog de Guan Hu. Ok. Un film chinois, encore une fois. Peut-être pas la dernière, peut-être. Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Black Dog, qui est un super film. On n'en a pas parlé dans le podcast, il est sorti en début d'année. J'ai pris une sacrée claque, déjà rien en termes de décor. Enfin, c'est fou. Ça se passe dans le désert de Gobi, en Chine. C'est des territoires qu'on ne voit jamais au cinéma. En tout cas, nous, occidentaux, qui plus est français, c'est juste dingue. Déjà, tu prends une claque géographique quand tu vois le film, de voir à quel point... En plus, le film se passe en 2008 ou 2007, je sais plus, mais 2007, je crois. Un an avant les JO de Pékin, dans un petit village perdu au désert de Gobi. Enfin, petit village, non, c'est quand même une petite ville, on va dire. Et du coup, le film traite de ce moment où la Chine, mais comme ça s'était passé aussi, je crois, pour l'Euro 2016. Non, c'était la Coupe du Monde 2016 en Russie, où ils 2018. abattaient les chiens. 2018, pardon. Oui, tout à fait. Ils abattaient les chiens errants. Oui. Ouais. Oui. Et du coup, Black Dog, c'est donc un mec qui sort de prison et qui doit trouver un job et qui se fait embaucher pour aller tuer des chiens errants, quoi. Et en fait, lui il n'y arrive pas, il a beaucoup de mal à le faire, et à un moment donné, il sauve un petit chien noir, et un Black Dog, quoi, le titre. Et ils vont essayer un peu de fuir un petit peu cette réalité de cette industrialisation chinoise, le capitalisme qui est de plus en plus ancré dans la société chinoise, pas à partir des JO, mais en tout cas ça catalyse un petit peu ce moment-là où la Chine passe de rurale à urbaine, et c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de récits. Donc les JO, c'était de Pékin 2008. Oui, okay, tout à fait. Okay. Oui, ça se passe en 2007 ou 2008, quelques temps avant les JO, et j'ai beaucoup aimé ça. La fin est sublime. C'est plein de genres mélangés. Le film dure 2h15, c'est un petit peu long. Mais vraiment, j'ai été pris dans le truc et j'y pense souvent. Vraiment incroyable, je vous recommande. Qu'il faut que je rattrape. Je l'ai pas vu, malheureusement. Ton numéro 8. Mon numéro 8, on est dans la même zone géographique. On n'est pas très loin. Oh. On est en Asie. En 2 mots. On est en Corée du Sud. Ah. J'en parle souvent. Ah bah oui. Je te vois venir, salopard. Tu me vois venir. J'en parle très souvent, évidemment, parce que c'est un de mes cinéastes préférés. Hong Sang-soo. Il a sorti 2 films en France cette année. Ouais. Et c'est le deuxième qui est sorti, c'est Ce que cette nature te dit. Ok. Donc ici, Hong Sang-soo, donc, encore une fois, là on parle d'un cinéaste qui fait 2-3 films par an, une carrière, une filmographie riche, et que j'aime toujours beaucoup. Et du coup, ici, il montre un jeune poète qui rencontre sa belle famille. Donc il va passer la soirée et la nuit chez sa belle famille, ou même la journée avec sa belle famille. Donc qui est une famille très aisée, que lui n'est pas vraiment. Et du coup, ce que fait Hong Sang-soo ici, c'est qu'il filme de longs dialogues assez banals, mais on sent assez rapidement qu'il y a une certaine hypocrisie dans ce que peut dire les personnes. Moi, je pense à une scène avec le père, il y a toute une discussion avec le père de famille. Il y a un truc bizarre. Il y a des fois des petites piques, très subtiles, mais il y a des petites piques. Et ce qui fait qu'il y a une ambiance assez particulière dans ces discussions qui paraissent vraiment banales, et c'est des longues discussions que filme Hong Sang-soo en plan fixe. Et puis, comme souvent chez Hong Sang-soo, il y a une scène de dîner où ça boit. Et il y a une très longue séquence de scènes de dîner, donc dans la maison familiale, où ça boit beaucoup. Et du coup, vu que ça boit, et les langues se délient. Subtil, voilà, devient moins subtil.
et l'hypocrisie est beaucoup plus claire. Et il y a ce truc de la belle famille qui se fout un peu de la gueule du beau-fils, parce qu'il est pas de la même classe sociale, qu'il essaie de faire des poèmes, mais la belle-mère, elle est poète aussi, donc elle se fout un peu de la gueule des poèmes du beau-fils. Voilà, voyez ce film, ce que cette nature te dit. J'ai un peu moins aimé le film de Hong Sang-soo qui est sorti en début d'année, La Voyageuse, avec Isabelle Huppert. Mais celui-là, j'ai vraiment adoré. Voilà, c'est mon top 8. Bah écoute, c'est tout à ton honneur. Pour ma part, en 8e position. En 8e, Monsieur Epp. On retourne au début de l'année 2025 et donc pareil, d'un film qui n'a pas été traité dans le podcast. C'est Bird de Andrea Arnold. Ok. Que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Andrea Arnold, qui est une réalisatrice britannique du Royaume-Uni, qui là est allée faire un film. Il y a Barry Keoghan, donc il y a un acteur quand même assez connu. Mais sinon, et il y a Franz Rogowski aussi que j'adore. J'aime trop la gueule de ce mec. Je suis fan de ce gars. Et autour, c'est quasiment que des acteurs amateurs, des acteurs et des actrices amateurs notamment. L'actrice principale qui n'avait jamais joué, son premier rôle. Et bon, bah toujours, moi on aime beaucoup dans Drapeau Rouge, on va le dire. On aime ça. Quand il y a des acteurs et des actrices amateurs, ça marche toujours, ça apporte toujours quelque chose de... Si tenté, bien sûr que le ou la réalisatrice soit talentueuse et qu'elle le fasse pour les... Parce que ça arrive que... Mais en tout cas, là, ça fonctionne vraiment bien. Andrea Arnold, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ses films. J'avais été... Non, j'allais dire déçu, non, mais... J'avais pas vu son film d'avant. Enfin, elle avait fait un documentaire sur une vache qui va à l'abattoir, notamment. Ok. Que j'avais pas vu, mais qui avait l'air pas mal. Et American Honey, j'avais beaucoup aimé. Mais je trouvais ça un peu trop maniériste, un petit peu trop Instagram parfois. Et là, je trouve que dans Bird, elle réussit à trouver le parfait entre faire des beaux plans, mais aussi il y a beaucoup les personnages se filment eux-mêmes, notamment l'actrice principale qui se filme avec son téléphone ou qui filme des trucs avec le téléphone. Et du coup, on a des changements de forme dans le film assez souvent. On voit un petit peu à travers ses yeux, à travers elle, son téléphone, machin. Et je trouve que c'est une belle idée de cinéma, tout simplement, pour nous rapprocher des personnages et pour aussi ancrer dans le réel le fait que je vais parler d'un autre film dans le top qui ancre le téléphone comme quelque chose de faisant partie du réel et qui donc voilà. Tiens. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices qui ne veulent pas utiliser le téléphone dans leur film parce que oh non, c'est pas le vrai cinéma, le téléphone, c'est pas bien et tout. Certes, mais ça fait partie de nos vies. Et donc, si tu veux filmer... c'est ça, il faut savoir l'utiliser. Voilà, donc t'as beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices qui font des espèces de pirouettes et qui font... Ah, bah le film se passe en 2003, alors que ça sert à rien, ça n'apporte rien, juste parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier avec le téléphone, donc avec le réel. Et Andrea Arnold, elle embrasse ça, et elle a une très belle réflexion sur la jeunesse, une très belle réflexion sur cette espèce de... C'est une espèce de cité... ouvrière, mais c'est même pas ouvrière, c'est que personne ne travaille, c'est tous des dealers, c'est tous des débrouillards qui en fait ont des gosses à 14 ans, et donc tu te retrouves avec des espèces de familles un petit peu totalement dysfonctionnelles où t'as des mecs de 25 ans avec des ados j'abuse, mais des mecs de 30 ans avec des ados de 15 ans, et c'est très étrange, et tout ce cycle qui se répète avec l'enfant très jeune, du père très jeune qui met sa copine très jeune enceinte, donc on a un gars qui va être grand-père à 35 ans, enfin c'est très très intéressant, vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, la fin est sublime, elle embrasse un peu à la Alice Rohrwacher, ce côté un petit peu réalisme magique aussi que j'aime beaucoup, et voilà, bravo André Arnold. Ok. Et j'ai hâte de voir la suite. Ton numéro 7. Mon numéro Guigui. 7, un film dont on a parlé aussi très longuement dans le podcast. Back to My Love. Canto Doué. Et oui, Canto Doué, voilà, quel film. Je vais pas, encore une fois, on va pas en parler longuement parce qu'on en a déjà parlé très longuement. Il y a tout un épisode qui est sorti il y a pas très longtemps sur ce film. Bien sûr. Mais quel film, quoi. Et c'est incroyable à quel point il me reste encore en tête. Je l'ai vu il y a peut-être un mois maintenant, peut-être un peu moins, mais waouh, quel film génial.
qu'est-ce qu'il est brillant, ce monsieur Keshish. Donc voilà, Canto Doué de Abderlatif Keshish. On vous renvoie vers l'épisode. Encore une fois. Et toi? Moi, j'ai mis aussi un film dont on a longuement discuté dans le podcast. C'est L'Aventura de Sophie Le Tourneur. Ok. Donc pareil, je vous renvoie sur l'épisode qu'on a fait. Je vais pas en parler trop longtemps. Mais super film. On a dit tout ce qu'on avait à en dire et voilà, je pense toujours la même chose. C'est brillant, c'est super. Sophie Le Tourneur, elle est trop forte et j'ai trop hâte de voir le troisième du coup. Putain, quelle trilogie. Stromboli? Ah, je sais pas, j'ai pas le nom. Je crois que c'est Stromboli. Ah ouais, bon, c'est ce que logique. Oui, il me semble que c'est Stromboli. Oh là là. Donc j'ai très hâte de voir comment Sophie Le Tourneur va conclure cette trilogie italienne et vraiment grande cinéaste et voilà, je vous renvoie encore une fois vers l'épisode qu'on a fait. Ton numéro 6, le gars. Mon numéro 6, on en a pas parlé dans le podcast. Donc c'est 2 films. Vas-y. C'est Jeunesse de Wang Bing. Oui, je les ai ratés. Alors c'est Jeunesse, donc il y en a 2 qui sont sortis en France cette année. Les Tourments et Retour au pays, donc c'est une trilogie. Et là c'était du coup le 2e et le 3e de la trilogie. Il faut absolument que je les voie. Oui. Ah oui, vraiment. Donc Jeunesse, c'est des très longs documentaires. Oui. Sur du coup d'abord avec Les Tourments, donc c'est des jeunes qui travaillent dans des ateliers de textile en Chine. Et on voit à quel point le travail est très répétitif. Genre on entend pendant quasi la totalité du film, on entend les bruits de machines à coudre derrière, mais vraiment toutes les 2 secondes. Et surtout, il montre à quel point ces ateliers sont délabrés. Ouais. Les conditions de travail sont complètement dingues. Et même les lieux où ces jeunes dorment, où ils mangent, parce qu'ils sont toujours au même endroit. Ils vivent sur place, ouais. Ouais, ils vivent sur place. Tu vois que le bâtiment lui-même, la rue, le bâtiment, tout est délabré. C'est une ambiance très particulière. Et dans Les Tourments, du coup, on voit qu'ils essayent de demander des augmentations. qui sont très vite remballés par les patrons. Ça gueule, ça se bat. Ça se bat avec les fils des patrons. Bon, bref. Et surtout, j'aime comment Wang Bing capte tout ça. En fait, la caméra suit les déambulations de tous ces jeunes. Donc la caméra est toujours là. Il n'y a pas de voix off. Tout est dans le cadre. Oui, parce que c'est Wang Bing, c'est un grand documentariste chinois qui fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ouais. Qui prend des gros sujets et qui en fait des grands films très longs où il filme... c'est ça. Un peu c'est un peu le Fred Wiseman chinois, quoi. Exactement. Si on peut le réduire ainsi. Mais... Donc, vraiment, c'est impressionnant. Et le 3e film, enfin le 2e film, du coup, le Retour au pays, donc la fin de la trilogie, là, il va suivre tous ces jeunes, il va les suivre quand ils rentrent chez leur famille pour les fêtes de fin d'année, enfin pour le Nouvel An. Ah, c'est super. Et c'est exceptionnel. Et ça me chauffe trop. Il y a une scène de mariage entre 2 jeunes qui travaillent dans des ateliers textiles et qui vont se marier chez leur... Incroyable. Il y a toute une séquence où, du coup, le mariage, il se passe en haut des montagnes chinoises. Donc, il y a toute une séquence où ils sont dans un minibus en train de grimper cette montagne sur des routes. Je comprends même pas comment ça... C'est une dinguerie. Ouais. On est dans le salaire de la peur, quoi. Enfin, franchement, c'est incroyable. Et ces scènes de mariage en haut, et puis même s'il y a beaucoup de scènes de feux d'artifice. Waouh, c'est exceptionnel. Mais c'est bien, c'est important de parler, je pense, de s'ouvrir un maximum au... Moi, c'est ce qui m'a manqué dans ma jeune cinéphilie. C'était de pas assez m'ouvrir au cinéma hors de France et des États-Unis. Et je pense que c'est important, là je parlais de Black Dog tout à l'heure aussi, de voir d'autres territoires, de voir également à quel point les destins de... Je vais faire le marxisme pendant quelques secondes, mais de voir à quel point, en fait, peu importe les pays, on a les mêmes vies dans ce capitalisme mondial catastrophique. Alors, à des degrés différents, bien sûr, hein, mais de voir que nos combats sont parfois les mêmes, tu vois, que ce soit des étudiants chinois ou des agriculteurs français, au final, on demande juste des meilleures conditions de vie, et que du coup, le nationalisme n'a rien à voir là-dedans. Ouvriers de tout pays, unissez-vous. Voilà. Pour ne citer personne. Voilà. Mais non, mais vraiment, non, mais oui, encore une fois, je sors de la blague pour dire,
ouvrez-vous, n'ayez pas peur de regarder des films qui sont hors de vos cultures, on va dire, occidentales, parce que justement, ça montre aussi, c'est fou de découvrir d'autres vies, d'autres paysages, d'autres cultures à travers le cinéma, ça sert aussi à ça, et voilà. Je suis content que tu les aies rattrapés parce que... Ah ouais, je voulais absolument les rattraper. Je les ai rattrapés il n'y a pas si longtemps, là. Ouais. Donc c'est cool. C'est aussi grand que ce que les personnes ont vu depuis quelques mois, quelques temps le disent. Il n'y a pas de souci. Quant à moi, en 6e place, oh là. C'est encore un film dont on a traité dans le podcast. C'est Eddington d'Ari Aster. Oui, tout simplement. Je vous renvoie encore une fois vers l'épisode. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes qu'on ait fait du podcast Eddington. Parce qu'en le réécoutant, c'est une des rares fois où je me suis dit on a réussi à dire tout ce que j'avais à dire sur le film. Enfin, tout ce qu'on avait à dire, et on a vraiment traité longuement du sujet et tout. C'était Eddington et Nouvel Ordre de tout à Michel fait. Franco. Donc je vous renvoie vers cet épisode qui est sorti au tout début du podcast, donc vous n'écoutiez peut-être pas à l'époque, donc voilà, je vous renvoie dessus. Mais pareil, le film n'a pas changé. Encore que j'ai beaucoup pensé. Évidemment, l'actualité en plus donne raison à ce film c'est ça, encore plus. Mais oui. Et pareil, même truc que j'ai dit pour Bird, le fait qu'il ait compris le rôle des écrans dans nos vies, qui n'est pas juste c'est ça. quelque chose téléphone, on regarde des trucs qui sont pas bien, mais de montrer comment en fait tout ça résulte d'une volonté supérieure et pour des résultats, voilà, pour qu'en fait tout est lié au data center finalement. C'est triste de se dire qu'on vit dans une société si pauvre que tout ça, tout ce qu'ils font n'est fait que pour installer des data centers. C'est d'une tristesse folle. Voilà. Oui, mais Eddington c'est un film très réussi. Très grand film. Beaucoup mieux que son film précédent. Oh oui. J'aime beaucoup Ari Aster et j'avais été très déçu par son film d'avant. Comment il s'appelait ? Boys Afraid. Boys Afraid, j'avais été très déçu. J'avais pas aimé non plus. Et là, Eddington, il m'a rattrapé. Oh oui, il m'a rechopé. Moi aussi, il m'a rechopé. Et ça m'a... Voilà. Super. Ton numéro 5, Guigui. On rentre dans le top 5, là. Hein. On rentre dans le top 5, ça devient sérieux, cette histoire. Auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge. Top 5, et tu en as déjà parlé tout à l'heure. Alors. Enfin, il y a pas très longtemps. L'Aventure. Et oui, c'est l'Aventura de Sophie Le Tourneur. Encore une fois, on en a parlé dans le podcast longuement, on en a reparlé il y a 2 minutes. Grand film, écoute, encore une fois, la beauté du réel, quoi. Ouais. Et voilà, comme toi, on attend la suite avec beaucoup d'impatience. Tout à fait. Parce que ça fait quand même 2 films d'une trilogie qui sont géniaux. Ouais. Et on a assez confiance en Sophie Le Tourneur pour se dire que le 3e sera tout aussi génial, voire encore plus génial. C'est sûr. Donc voilà. Tout à fait. En 5 pour ma part. Et toi en 5 ? J'ai mis Soundtrack to a coup d'état. Documentaire assez fou, pour le coup. Qui est. J'aime bien le fait qu'il y ait quelques documentaires dans nos top déjà. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien. C'est vrai. Mais j'en parlais avec un collègue il y a pas longtemps, et quand je lui ai dit mon top, lui il était pas d'accord, mais il comptait pas les documentaires comme des films. Ah, ça c'est un débat. Genre, il y en a qui font un top où ils mettent à part, ils font un top documentaire. C'est ça. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Moi non plus. En plus, dans ce cas-là, je sais pas, enfin, je vais me faire des ennemis, mais dans ce cas-là, les dessins animés, c'est pareil, on les met de côté. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas. Après ça, je suis d'accord pour le coup. Je plaisante. Je plaisante. Donc, Soundtrack to a coup d'état de Johan Grimonprez, que je ne connaissais pas, qui est un documentaire assez fou, donc qui retrace l'histoire du Congo, le moment où le Congo se décolonise, enfin, en tout cas, tente. Oui. Et tente de s'extraire de l'autorité de la Belgique et de l'infâme Léopold II, et de comment les États-Unis, tiens donc, encore à travers encore bizarre, toujours. Ils sont toujours là, c'est quand même étrange. Et de comment les États-Unis ont orchestré l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était donc le président, premier ministre du Congo, qui a œuvré justement pour la libération du Congo. Et en fait, ça plaisait pas aux États-Unis parce que le Congo, il y a des diamants, voilà, tout simplement. Et quand il y a des diamants dans un pays,
Et ben, il faut pas qu'il y ait un peuple autodéterminé parce que sinon on peut pas les exploiter et on peut pas faire de l'argent sur pays, leur dos. Le Niger avec bien sûr. l'uranium, le Non, mais en Burkina plus, Faso. si on prend cette période-là, du coup, les années 60, les États-Unis, on en parlait dans l'Agent secret la semaine dernière, mais à quel point, et c'est pas des théories ça qui est fou, c'est que c'est pas des théories du complot, c'est la vérité, tout est documenté. Regardez ce documentaire, c'est une folie de voir comment, aux yeux de tous, on a fait assassiner des hommes et des femmes pour de l'argent, et qu'on a dit, c'est ok, tout va bien. Et qu'on laisse faire, quoi. Et les États-Unis sont encore en train de le faire aujourd'hui avec le Venezuela. C'est en train d'arriver en ce moment même. Encore aujourd'hui. Donc, bref. Regardez Soundtrack to a Coup d'État. Encore une fois, c'est important de connaître son histoire, l'histoire du monde pour ce qu'on disait dans l'Agent secret. Et là, c'est assez fou. En plus, formellement, pour revenir un petit peu, ça reprend... donc ça parle aussi de comment les États-Unis ont utilisé... Louis Armstrong et les jazzmen de l'époque, qui étaient des stars de la musique, pour aller infiltrer les pays africains. Et en gros, ils envoyaient des agents de la CIA dans le jet privé de Louis Armstrong. T'avais 2 agents de la CIA et pendant les concerts, ils s'en servaient pour espionner les gens et tout. Et le corps de Patrice Lumumba, donc ils l'ont assassiné et ils l'ont ensuite, pour empêcher que le corps soit célébré, ils l'ont dissous dans l'acide. Putain. Voilà. C'est pour vous dire la barbarie de ces gens-là. On se demande c'est qui les barbares. Mais oui. En fait, c'est ça qui est fou. Et vraiment, regardez ce film parce qu'il est d'utilité publique. C'est nul de dire ça, mais oui, en tout cas, c'est important historiquement. Et en plus, formellement, ce que j'étais en train de dire, c'était que comme ça parle du coup de cette période du jazz, le montage, c'est un montage très jazz. C'est-à-dire que toute l'histoire, c'est pas linéaire. On vous dit pas en 60 il est arrivé ça, machin. C'est tout le temps des sauts dans le temps. C'est très dynamique. En plus, on comprend tout. Il n'y a pas de voix off. Okay. C'est que des extraits d'archives, de prises de parole à l'ONU, des discours, des interviews. Et ils réussissent à faire un truc cohérent. Moi, je connaissais de loin l'histoire de Patrice Lumumba, du Congo, de la Belgique et tout. Mais c'est pas un sujet que je maîtrise. Et j'ai tout compris. J'ai tout compris en 2h30. Et je me suis pas ennuyé une seule seconde. Je trouve que c'est vraiment un tour de force, documentaire exceptionnel. Et regardez-le. Bah ouais, moi je l'avais noté en rattrapage, je l'ai pas encore rattrapé, mais oui. Et ton numéro 4, le Gap. Numéro 4, on en a parlé aussi récemment. Oh. Dans un long épisode aussi. Ça se passe au Brésil ? Non. Ah, ça se passe en Chine. Bah tiens. Eh oui. C'est quoi ? Résurrection de Bigan. Ok. Ah, tu le voyais plus haut dans mon classement. Ouais. Et oui, ben écoute, j'ai trouvé 3 meilleurs films que Résurrection, qui est déjà un très grand film. On en a parlé dans l'épisode, mais voilà. Résurrection, il faut le voir pour le croire, encore une fois. Il faut le voir si vous avez la possibilité. Alors, il me semble que ça y est, en salle, ça devient compliqué pour le voir, là. Oui, je pense que c'est la fin de... Malheureusement. Ouais. Mais si vous pouvez le voir en salle, c'est encore mieux par rapport à... Ouais. Bon, on le dit pour tous les films, mais voilà. Une expérience incroyable, un voyage dans le XXe siècle chinois. Ouais. L'histoire politique de la Chine au XXe siècle, l'histoire culturelle avec le cinéma du XXe siècle, enfin vraiment. Ouais. Résurrection, bon, j'imagine qu'on va en reparler. Peut-être. Mais voilà, un très très grand film, donc c'est mon top 4. Ok, moi en 4, un film dont on n'a pas parlé dans le podcast encore. Un film italien de Paolo Sorrentino qui s'appelle Partenope. Le dernier film de Paolo Sorrentino que j'ai adoré. Encore une fois, je crois que j'ai mis une critique vindicative sur Letterboxd. En même temps, ça fait partie des films un peu démontés par les gens. Ouais, de la même de Cannes 2024 aussi, un peu dans la même lignée que Les Linceuls de Cronenberg, où en fait, on fait des procès des fois à des réals parce qu'on a une certaine idée des films qu'ils font et on les regarde pas, ou on fait semblant d'aller les voir. Et du coup, on ressort du film avec le même avis qu'on avait avant de les voir, et ça m'énerve. Ça, je ne peux pas l'accepter. Surtout quand ton job est censé être de faire de la critique.
Enfin bref, je vais arrêter parce que sinon je vais commencer à dire des noms et on ne veut pas ça. Mais bref, moi je trouvais que c'était un film incroyable, Parthénope. Déjà, visuellement c'est exceptionnel. Tu l'as vu aussi, oui, tu l'as adoré. Bien sûr, j'adorais. Tu l'as pas mis dans ton top, mais tu aurais dû. Tu aurais pu, pardon. Peut-être quand même en parler. Ah, ça me fait plaisir. Mais oui, c'est exceptionnel. Donc ça parle de Naples, qui est la ville. À Naples. De toute façon, quand Sorrentino se pose à Naples, il se passe des trucs mystiques. Ça devient grand. Bon, même quand il est à Rome, il se passe des trucs mystiques. Oui, il faut dire oui. Mais là, il se passe quelque chose de... Il y a quelque chose qui se passe. Cette métaphore de la ville, de la jeunesse, de la beauté qui change, de tout qui s'étiole au fil des temps, de la vieillesse qui détruit tout, du temps qui passe. C'est sublime. C'est sublime. Et vraiment, j'ai été pris du début à la fin. Surtout, mais la fin, ce plan final. Oui, mais moi là-dessus, sur la fin, je suis... C'est exceptionnel. En plus, pendant le film, je me disais, putain, c'est bizarre. Sorrentino, il a pas fait une seule ref au foot dans le film. Et puis... sur la fin, il m'a évidemment touché au plus profond de moi. C'est incroyable. Voilà, il faut savoir que Parthénope, du coup, je pense qu'il le filme juste après le... Enfin, je sais pas si c'est toutes les séquences du film, mais il le filme juste après le titre de champion d'Italie de Naples en 2023, donc qui est le premier titre depuis les années Maradona, le 3e de l'histoire du club. Ouais. Et puis, évidemment, à la fin, il filme des scènes de liesse dans le Naples, le Naples de 2023. Avec le personnage de Parthénope, du coup, qui a 60-70 ans. En plus. Je sais pas si c'était prévu à la base. Ouais, je sais pas. Ou est-ce que c'est après le titre qu'il s'est dit, il faut que j'ajoute ça, je sais pas. Mais... Et en plus, elle est jouée par Stefania Sandrelli, qui est une actrice mythique italienne. Et ça dit tout. Et il y a ce générique de fin, quoi. Bah oui. Ce générique de fin avec cette espèce de c'est un bus, un camion. Oui, un bus de supporters. Un bus de supporters où t'as je ne sais combien de supporters du Naples dans une rue vide. Dans une rue totalement vide. Juste on entend le bruit arriver, les chants. Ouais. Et là, d'un coup, on voit tous les drapeaux, les fumigènes. C'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux. Et il y a aussi Sorrentino intègre un petit peu de fantastique, un petit peu de... Parce que c'est vraiment un conte, en fait, ce film. C'est un espèce de... Mais moi, ça m'a touché en plein cœur. Et la BO, elle est exceptionnelle aussi. Oui. Richard Cochian. Évidemment. C'est incroyable. Et vraiment, un des plus beaux films de l'année. Et il est resté très peu de temps en salle parce que, justement, il a pas marché du tout. Et ça a été très critiqué. Mais essayez de le rattraper si vous pouvez, parce que vraiment, c'est exceptionnel. Et ça donne très envie d'aller à Naples. Ah oui. Ah oui. Et on va sûrement très prochainement, dans les prochaines semaines, reparler de Sorrentino. Oh que oui, avec son nouveau film qui sort, La Grazia. La Grazia. Donc voilà. Ton podium, le gars. Eh oui, putain, on rentre sur le podium. Là, ça y est. Hein. Là, ça devient... C'est waouh. Là, ça ne rigole plus. Quel est ton troisième film? Top 3. Vas-y. Un documentaire. Enfin, mi-documentaire, un peu de fiction, mais surtout documentaire. Qu'est-ce que tu nous caches? Tardes de Soledad. Ah bah oui. De Monsieur Albert Serra. Et oui. Et oui, bah oui. Donc c'est un documentaire qui suit le torero Andrés Locarrey. Et du coup, qui va montrer toute la brutalité de la chose, hein, du coup des corridas. Et un peu comme One Bing, Albert Serra, il capte les moments, il montre sans porter de jugement. Enfin, bon, il est un petit peu plus filou, je pense, que Wang Bing. Oui, c'est ça. Si on est, parce qu'il a quand même, j'ai l'impression qu'il a quand même une petite idée de ce qu'il filme. Non mais après, bien sûr. J'ai l'impression qu'il choisit quand même bien ses séquences et il les monte au bon moment. Ah mais ça on est. Puisque Wang Bing est dans un truc plus naturaliste pour le coup. Non mais ça on est totalement d'accord. Parce que ça pourrait être Tardes et Soledad pourrait être un film de fiction. Oui. On aurait pu l'écrire comme ça quoi. Carrément. Et du coup il capte ces moments, il les montre aux spectateurs et en vrai c'est formidable. Et au final par rapport au montage. Oui, tout est absurde. Tout est absurde et cruel même le personnage, le torero, est absurde dans ce film. Ouais. Qui est vraiment le numéro 1 torero. Ah ouais, mondial, c'est vraiment, voilà. C'est comme si on faisait un film sur le tennis et qu'on filmait
Federer, genre à l'époque, quoi. Oui, on filme vraiment le mec le plus fort. Et c'est complètement fou. Alors, il y a des très longues séquences qui sont d'une cruauté inimaginable. Et du coup, attention aux âmes sensibles. Oui, après, si vous n'aimez pas la corrida, n'allez pas voir un documentaire sur la corrida. C'est ça. Il y a un indice. Oui, non mais oui. Je pense que les gens qui peuvent pas voir ça, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais voilà. Mais oui, mais effectivement, c'est très dur. Hein. C'est très dur. Franchement, c'est très dur à voir. Ouais. Mais voilà, il faut le voir. Ouais. Les convaincus seront encore plus convaincus et ceux qui sont peut-être pas convaincus seront peut-être convaincus. Et il fait un truc très intéressant. Moi, je l'ai pas mis dans mon top, mais il a été très longtemps dedans. Malheureusement, il a fini par sortir. Mais il est. Je pense que si on avait fait un top 15, il aurait été dans le top 15. Ouais. De toute façon, après, on va parler avant le numéro, on va revenir sur quelques mentions. Mais il fait un truc que j'adore. Enfin, que j'adore. Il joue avec le réel. Un truc intéressant, c'est qu'en fait, donc, il a filmé plusieurs, je sais pas comment on appelle ça, des combats, des représentations, je sais pas comment on dit. Peut-être en tout cas, il en a filmé vraiment des dizaines et des dizaines. Et en fait, il a choisi. Ils sont pas montés dans l'ordre chronologique dans le docu, c'est-à-dire que ça se passe pas dans l'ordre des. Oui, c'est vrai. Et du coup, il a choisi de mettre en premier ou en deuxième un moment où le torero se fait choper par le taureau. Et en fait, ça c'est très intéressant en termes de tension. Parce que, en fait, quand tu vois le torero au début, tu te dis, oui, il leur arrive rien, c'est juste des mises à mort du taureau. Ouais. Et en fait, là, tu te retrouves dans une position où, ah merde, il s'est fait choper. Donc, du coup, tout le reste, tu te dis que c'est possible, et tu finis par avoir peur pour ce gars qui est. Alors que c'est oui, t'as de l'empathie, parce que malgré tout, mais c'est stupide, personne ne t'a demandé d'être là. En plus, c'est toujours. C'est vraiment. En fait, le taureau, d'abord, il est épuisé. C'est-à-dire que c'est pas de suite le torero qui y va, c'est au début ces espèces de sous-fifres qui vont rendre le taureau fou, qui vont commencer même à le poignarder pour qu'il soit... Et ensuite, lui arrive à la fin, une fois que le taureau a 5 ou 6 pics plantés dans lui, qu'il a couru pendant 1 heure. Et oui, tu n'as aucun mérite. Enfin, t'en as... Mais en soi, c'est... C'est horrible. Voilà, c'est-à-dire que tu te racontes une histoire, quoi. C'est juste... Enfin bref. Et du coup, il a réussi vraiment à capter cette ambivalence-là, et j'aime beaucoup ce film, effectivement. Voilà. Je suis content que tu l'aies mis dans le top. Pour le top 3. En numéro 3, j'ai mis un film dont on a parlé dans le podcast plutôt longuement. Et la semaine dernière, c'est L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho qui ouvre ce podium. Pareil, on a tout dit, donc oui, là, on a je vous renvoie à l'épisode. Je ne vais pas vous embêter plus que ça. Ton deuxième, Le Gap. Mon top 2. Un film, là on part au Portugal. Enfin, au Portugal. C'est un cinéaste portugais, mais on part plutôt en Guinée-Bissau. Le Rire et le couteau. Bah tiens. De Pedro Pinho. Ok. Et ouais, il est aussi haut, alors que je l'ai rattrapé très récemment aussi. Ok. Waouh, alors c'est compliqué tant, je l'ai pas vu. Tant il est très riche. Et qu'il a, vu que je l'ai rattrapé très récemment, il est encore dans ma tête. Donc on suit Sergio, un ingénieur portugais, envoyé en Guinée-Bissau pour Il est pas, il travaille pas au Balzac à Paris? Ou je confonds Sergio peut-être? Je crois que tu confonds les Sergio portugais. C'est pas lui. Il y a plusieurs Sergio portugais. Ah, d'accord. Et le Sergio du Balzac n'est pas ingénieur, je crois pas. Non, je crois pas non plus, c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? SO au Balzac et SO à Sergio. SO au Balzac, SO à notre Sergio national. Et du coup, il a envoyé un ingénieur portugais qui est envoyé en Guinée-Bissau pour expertiser l'impact environnemental de la construction d'une route qui traverserait tout le pays. Donc il rencontre des personnes, il doit avoir c'est tellement riche ce film. Il va avoir des relations sexuelles avec un homme, une femme. Guillaume. Quoi? Tu me choques. Pourquoi? Je rigole. Moi? Moi? Il va découvrir qu'avant lui, il y avait un Italien à son poste et qui est mort de manière très étrange. On ne sait pas trop si c'est lié au travail par rapport au rapport d'expertise ou si c'est par rapport à ces histoires de mœurs. Le film montre assez brillamment la manière dont l'Europe a encore une certaine mainmise sur ce pays, comme d'autres pays en Afrique. Je te crois pas.
qui est pourtant indépendant depuis 1974. Il va falloir apporter des preuves à ce que vous avancez, monsieur Guillaume André Petit. Je ne vous crois pas. Et qui montre encore les conflits liés à la colonisation. Oui. Encore une fois, indépendant depuis 1974, hein, la Guinée-Bissau, mais voilà. En vrai, c'est vraiment compliqué de parler de ce film, tant je l'ai vu récemment, et il est d'une richesse. Wow. Et franchement, il y a beaucoup de séquences où ce film devient documentaire. Ok. Où il se met à filmer le pays, ses décors. À un moment donné, il y a toute une séquence assez longue où il filme une ONG qui c'est un moment en dehors du film où c'est assez bizarre, ça pue un peu. Nous on sait faire, vous savez pas faire. À la fin c'est bon, maintenant on part, on vous a dit comment faire, on part, maintenant vous vous débrouillez tout seul, mais voilà, c'est nous on a les connaissances, pas vous. Il y a plein de trucs un peu bizarres, toujours l'esprit très colonial, très particulier. Et on est sur un film profondément anticapitaliste, anticolonialiste, avec, comme on avait dit pour l'agent secret, de nombreux personnages très intéressants qui pourraient avoir un film concentré que sur eux. Je pense au personnage de Guy Hermé, vraiment exceptionnel. Ok. Le gars le couteau. Il est sur ma liste, je l'ai vu dans pas mal de tops aussi. Effectivement, ça a l'air vraiment bien. Faut dire qu'il dure 3h40, tu ne l'as pas dit. Oui, il dure 3h40, donc c'est un beau morceau. Tu as oublié. Déjà, j'avais pas dit que les films de Wang Bing c'était 3h30 et 2h30. Oui. Mais oui, il dure 3h40. Donc, effectivement. Mais bon, franchement, ça vaut. Oui, écoute. C'est du temps gagné. Numéro 2, Flo. Ça a été compliqué pour moi. Entre le 2 et le 1. De choisir. C'est dur. Hein. Ça a souvent changé. Et encore une fois, là, je gagne du temps parce que peut-être que je vais changer au dernier moment. Un peu comme quand au restaurant, tu hésites entre deux plats et que tu dis, je vais prendre la marguerite, le serveur arrive, tu dis, mettez-moi le steak tartare. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas toujours un peu déçu quand on change au dernier moment comme ça ? Tu as raison. Je vais donc rester sur mes positions. En numéro 2, Résurrection de Bigan. Ouais, pareil, on en a parlé longuement. Quel film ? Ça reste toujours aussi fort, c'est exceptionnel. Et j'adore ce film. Et Bigan, bravo, et continue comme ça, mon pote. Et continue comme ça. Et vas-y, mon vieux, on te suit, on sera avec toi pour toujours. Et voilà, numéro 2, quasiment numéro 1. C'est pareil, pour moi, c'est le meilleur film de l'année, tout simplement. Tout simplement. Oui. Je comprends. Le Gap, c'est pas le meilleur film de l'année. Avant de nous donner ton film de l'année, nous allons passer à des mentions honorables quand même. Puisqu'on a vu beaucoup de films cette année, on a vu beaucoup de bons films. Beaucoup de bons films. Très belle année. Mais... Oui, ça arrive. Très belle année de cinéma. Et du coup, on voulait rendre hommage à certains films qui n'ont pas fait le cut du top 10. Mais qui auraient pu. Mais qui auraient pu. Et qui Moi, je vais citer 10 films qui auraient totalement pu être dans mon top 10. Vas-y. The floor is yours. Le sol est à toi. D'abord, tu l'as cité dans ton top 10. Tiens donc. Eddington, de Ari Aster. Voilà, on en a parlé dans le podcast. Exceptionnel. Ouais. Deuxième mention honorable, scénario et exposé du film annonce du film scénario de Jean-Luc Godard. J'entends juste un mot, c'est un document, le juste scénario, c'est un documentaire de 18 minutes où on sent que c'est le dernier projet de Godard parce qu'il sait qu'il va mourir, parce qu'il a choisi de mourir. Et c'est d'une beauté exceptionnelle. Et du coup, le film exposé, qui vous raconte un peu le making of de scénario où on voit Godard est filmé, par Fabrice Aragno, donc qui fait la photo et qui a beaucoup travaillé avec Godard sur ces 10 dernières années. Et du coup, c'est un magnifique film où Godard il donne ses instructions parce qu'il sait que c'est pas lui qui va faire le montage au final. Et du coup, on a les dernières images de Godard avant sa mort, donc c'est exceptionnel. Ok. La petite dernière d'After Hersey. Donc on en a parlé dans le podcast longuement aussi. Je l'ai mis aussi, donc je me place en vrai. Partenope de Paolo Sorrentino, donc on en a parlé juste avant. Présence de Steven Soderbergh. Intéressant, ok. Donc voilà, on en a parlé dans le podcast parce que c'était en début d'année, mais l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison où il y a une présence. Une maison hantée. Et la façon formelle de
de Soderbergh de filmer la vision de la présence. Waouh, exceptionnel. C'est la maison hantée du point de vue des fantômes. Ouais, c'est brillant. C'est super. Bugonia. Oui. De Lanthimos. Bien sûr. Dont on a parlé dans le podcast récemment. Super film. Sirat d'Oliver Lax. Pareil. Donc, il a été très longtemps dans mon top 10. Moi aussi. Et il est sorti aussi. Il est sorti aussi, mais quel film. Mais grand film, ouais. Aimer perdre des frères. Je l'ai aussi. Des frères Guit ou Juit, je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas. Un film franco-belge. Donc une comédie hyper réjouissante. C'est super. L'actrice est incroyable. L'actrice est exceptionnelle. Tellement drôle. C'est du Uncut James, mais Ouais. c'est incroyable. Uncut James de galérien. La folle du bus, mais en galère. Ouais, c'est exceptionnel. Franchement. Ouais. Si vous pouvez voir Aimer perdre, regardez-le. Très bon film. C'est trop bien. Sorry Baby de Eva Victor. Ouais. Dont on a parlé dans le podcast aussi. Et je finirai mes mentions honorables avec un documentaire. 7 promenades avec Marc Brown. Donc un film de Pierre Croton et Vincent Barré. Donc un documentaire sur la nature et sur la passion de ce mec, Marc Brown, pour les plantes, pour les fleurs. Donc c'est un botaniste qui vit en Normandie. Et si vous aimez la nature, regardez ce film. Pas les films de James Cameron. Qui fait croire qu'il aime la nature, mais bon. Il aime la nature quand c'est sur notre planète, peut-être. Mais il aime la nature quand elle n'existe pas. C'est ça. Quand il l'invente. Et j'adore la forme de ce film, c'est que c'est coupé en deux. Vraiment, c'est 2 parties à durée égale. La première partie, c'est le making-of de la deuxième partie. Ok. Où Marc Brown est dans le champ, tout le monde est dans le champ, l'équipe. Pierre Croton est dans le champ. À un moment donné, t'as mince, on va plus avoir cette pellicule pour finir ça. Et du coup, il filme un peu, voilà, Marc Brown en train de choisir les plantes dont il veut parler, tout ça. Et la deuxième partie, ça montre ce qui est filmé dans la première partie, donc plan fixe sur les plantes, et la voix off de Marc Brown qui explique ce qu'on voit à l'écran. Et c'est très intéressant parce que la première partie, il y a beaucoup de termes en latin, donc on comprend que dalle. Mais tout devient clair et net dans la deuxième partie parce que la voix de Marc Brown, c'est assez exceptionnel. Ok. Voilà pour mes mentions honorables. Écoute, moi, pour ma part, dans mes mentions honorables, j'ai mis Tardes de Soledad. On en a parlé. J'ai mis Sirat aussi, bien sûr. J'ai mis Aimer perdre, comme toi, super film. J'ai mis un Soderbergh aussi, mais moi j'ai mis The Black Bag plutôt que Présence. Okay. J'ai préféré Black Bag pour ma part, qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait en français, c'était ridicule. Moi, ce que je peux en dire. J'ai mis aussi L'épreuve du feu de Aurélien Père que j'ai adoré. Vraiment, je trouve que j'ai vraiment pris. Je m'attendais pas à grand chose et j'ai pris une vraie claque de réalisme et de naturalisme et encore une fois une actrice, la naissance d'une actrice exceptionnelle pour moi. Super. J'ai mis La Pampa. J'aurais pu le mettre. Il était pas loin de mes mentions honorables. Que j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai mis Queer de Luca Guadagnino qui m'a beaucoup marqué aussi. J'ai mis Mémoire d'un escargot. Ok. Malgré mon. Toi, Toi Florian, vous qu'est-ce qui se passe? Malgré mon aversion pour le cinéma d'animation, bien sûr, je caricature. Je suis ouvert à toute proposition de cinéma, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à aller vers l'animation. Mais là, j'ai été vraiment séduit. J'avais déjà vu son film précédent, Adam Elliott, qui s'appelait Mary and Max, que j'avais beaucoup aimé. Et là, je trouve que c'est encore mieux. C'est très, très dark. C'est même des fois trop triste. C'est très dur. Mais vraiment, j'ai été extrêmement touché. J'aime beaucoup ce cinéaste. J'aime beaucoup ce film. J'ai mis également... Parce que mine de rien, le film est totalement imparfait, mais je l'aime quand même, j'y pense beaucoup et il a quand même marqué son année. J'ai mis Sinners. Ok, ah oui, ok. J'ai totalement mis Sinners. Ok. Parce que mine de rien, je trouve que le film réussit, de Ryan Coogler, bien sûr. Ryan Coogler, j'aimais beaucoup Fruitvale Station, son premier film, j'avais adoré. Ensuite, il fait Creed, qui est donc une espèce de remake suite, ce qu'ils ont appelé Legacy Sequel de Rocky, que j'ai adoré aussi. J'ai trouvé ça super. Ensuite, il va chez Marvel pour faire Black Panther 1 et 2, que j'ai pas vu le 2, mais le 1, j'ai détesté.
Et là, il revient avec Sinners, donc avec une proposition originale pour une fois. Et tu l'as vu toi ou pas? Non. Tu l'as pas vu? En fait, j'ai beaucoup aimé. Le film mélange tous les styles. On a une première partie qui est vraiment le film historique sur l'Amérique ségrégationniste et le traitement des Noirs, la fin de l'esclavage, mais qui reste de l'esclavage quand même, etc. Ouais. Et on part ensuite dans un espèce de film de vampire qui a eu un peu plus de mal à me prendre, mais j'ai beaucoup aimé l'élan, j'ai beaucoup aimé l'inspiration du film. Je trouve qu'en plus, politiquement, ça raconte quelque chose de très intéressant et de plus ambigu que ce que le cinéma américain nous avait habitués sur ces périodes-là. Okay. De dire, en fait, de prendre la culture, donc là, le blues, la musique en général, qui s'est transformée ensuite en jazz et en tout ça, et de comment toute cette culture-là a servi à assimiler une partie de la population à d'autres, pour le meilleur et pour le pire, et ça le traite assez bien. Okay. Donc voilà, je trouve que Sinners est vraiment un très bon film de cette année-là. Je me suis perdu du coup parce que j'ai dit dans l'inverse, mais je crois que... Ah, j'ai également mis The Brutalist de Brady Corbett. que j'aurais pu mettre dans mes flops. Qui a quand même pas mal marqué mon année. Et voilà. Ok. Voilà pour mes mentions honorables. C'est beau tout ça. Ouais. Il est temps d'annoncer aux auditeurs et aux auditrices de Drapeau Rouge notre film préféré de l'année. Ah là là. Le Gap. Et ouais. Quel est ton film préféré cette année? C'est devenu... comment dire? Pendant très longtemps, pour tout vous avouer, c'était Résurrection. Donc oui. Vous avez bien entendu, il a été mon top 4. Ouais. Mais il est devenu assez évident ces dernières semaines. Et ouais, à force d'y penser. Je suis pendu à tes lèvres. L'Agent secret de Clever Mendoza Filho. Ok. Ces dernières semaines, c'est devenu une évidence. Il n'y avait pas... Et d'en reparler, parce que moi je l'avais déjà vu juste après Cannes, donc il y a 6 mois. Donc je l'ai revu pour le podcast, pour l'épisode qu'on a sorti la semaine dernière. D'en reparler en plus du coup dans le podcast, c'est une évidence. Pour moi, c'est un immense film. Et voilà, on en a déjà assez parlé la semaine dernière. Mais c'est un beau top 1. Je suis obligé de le mettre top 1. C'est... Ouais. Bah oui. Oui, c'est validé. Pour ma part, beaucoup plus classique, les amis. Bah, je sais. Je pense que la plupart ont une petite idée de quel est mon film préféré cette année. On en a parlé dans le podcast. Est-ce qu'il serait pas mon top 10? Peut-être. C'est intéressant. C'est une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, forcément. C'est même pour des raisons extra... Enfin, pas extra, non. Mais peut-être une raison sentimentale que je me suis attelé à garder. C'est pour ça que j'ai mis une bataille après l'autre en numéro 1 plutôt que Résurrection. Parce que ça a été 2 expériences cinématographiques intenses pour moi, pour des raisons différentes. Résurrection que j'ai vu à Cannes, dans le Grand Théâtre Lumière, et une bataille après l'autre, qui est donc le dernier film en date du réalisateur qui m'a fait aimer le cinéma. Et c'est quelque chose qui est finalement indescriptible, cette espèce de sensation d'aller au cinéma pour voir le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Il a déjà gagné, en fait. C'est-à-dire que je suis dans la salle, le film n'a pas commencé, et je ressens déjà quelque chose de fort. Bah c'est vrai, ils sont rares, les cinéastes comme ça, où, avant d'arriver dans la salle, il y a cette hype, parce que le cinéaste... Ouais. Moi, je sais, ça arrive avec quelques cinéastes. Ça arrive, du coup, évidemment, avec Paul Thomas Anderson. Ouais. Ça arrive avec Michel Franco. Moi, j'ai eu ça aussi avec Make to My Love pour des... Ouais, avec Keshish, je l'ai pas mis dans mon top ni dans mes mentions parce que, comme j'en parle dans l'épisode, je trouve que le film est tronqué et le film est victime un peu de son réalisateur au final, malgré lui. Donc j'ai eu du mal vraiment à mais avant d'y aller, j'avais vraiment ce côté-là où voilà, tu vas voir quelque chose de... Tu sais que tu vas voir quelque chose d'important et quelque chose qui t'a bercé longtemps, quelque chose qui a été important dans ta vie, et du coup une bataille après l'autre c'était ça, et en plus le film est très réussi, très intéressant. Paul Thomas Anderson se réinvente encore. Bon, je crois qu'il y a 4 heures de podcast sur Pity. Oui. Si on additionne toutes les fois où on en a parlé. Donc voilà,
je rajoute cette anecdote extra cinéma pour justifier mon top 1. Mais voilà, c'est pour moi le film de l'année, parce que ça a été au-delà de ça l'expérience de l'année. Peut-être que c'est indigne pour les cinéphiles ou pour les critiques, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de rester proche de mon cœur ce soir. C'est beau ce que tu dis là. Oui. Donc voilà, notre top 10 Est-ce de qu'on l'année. peut les redire, le top 10 comme ça Le Gap, donne-nous ton top 10 de l'année, sans les mentions, Allez, du 10 au meilleur. 10e, Une bataille après l'autre. 9e, Continental 25. 8e, Ce que cette nature te dit. 7e, Make to My Love Canto Doué. 6e, Jeunesse, les tourments et retour au pays. 5e, L'Aventura. 4e, Résurrection. 3e, Tardes de Soledad. 2e, Le Rire et le Couteau. Et 1er, L'Agent Secret. À toi, monsieur Florian Hepp. Quant à moi, monsieur Florian Hepp, à la barre. En numéro 10, j'ai mis Les Linceuls de David Cronenberg. Numéro 9, Black Dog. Numéro 8, Bird. Numéro 7, L'Aventura. Numéro 6, Eddington. Numéro 5, Soundtrack au coup d'état. En 4e, Partenope. En 3e, L'Agent Secret. 2e, Résurrection. 1er, Une bataille après l'autre. Je pense que ça fait deux beaux tops. Très beaux classements. Hein. Ouais, 2 beaux tops. Voilà nos tops. N'hésitez pas à nous donner le vôtre. Ça m'intéresse premier degré. C'est vraiment pas pour le. Ouais, on adore c'est les pas tops. pour le watch time. Vraiment, pitié. Oh putain, je fais tomber le micro, pardon. Mon téléphone, pardon. Vraiment, je vous demande par pitié de nous partager votre top de l'année. On adore ça. Top 5, top 3, top 10, top 20. Balancez vos tops. Je passe mes journées à faire ça. Je regarde les tops des gens. Moi aussi. J'adore. Mais moi aussi, j'adore ça. C'est Top et flop. Régalez-vous. Régalez-nous. On publiera. Si vous voulez nous les envoyer, on publie en story. Le cinéphile fait des listes et fait des tops. Ça, c'est toujours ça. Exactement. C'est comme ça. Voilà. Et on veut les voir. On veut tout voir. Tout à fait. Et n'ayez pas honte ou machin. Balancez Parce tout. que peut-être que vous regardez pas les mêmes films ou pas les mêmes pas catégories grave. de films. On s'en fout. On veut voir vos tops. S'il y a Five Nights at Freddy's 2 dans votre top, on ne vous jugera pas. Peut-être, mais en tout cas, on ne le fera pas publiquement. Il sortira dans quelques jours un épisode bonus Ouais. où nous allons laisser le micro à tous les gens qui ont participé de près ou de loin à Drapeau Rouge le podcast, tous les intervenants et intervenantes qui vous balanceront leur top 5. Exactement. Le micro sera ouvert et ça sortira quelques jours après ce podcast. Oui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un film qui aurait pu être dans ce top s'il était sorti à temps. Quelle idée. Et ça, c'est pas fait pour les cinéphiles. Le hasard du calendrier. Sortir un film le 31 décembre. Le 31 décembre. Magellan de Lav Diaz, réalisateur philippin exceptionnel. Je vous encourage. On a beaucoup parlé de longs films dans cet épisode. Oui, bon là. Donc ça vous fait beaucoup de recos compliqués à caser dans une vie bien remplie. Mais les films de Lav Diaz sont exceptionnels et vraiment, si vous avez l'occasion d'en voir un avant d'aller voir Magellan, faites-le. Sinon, allez voir Magellan et je pense que le film sera. J'ai beaucoup d'attentes. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup d'attentes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour Magellan de Lav Diaz, dans quelques jours avec les intervenants et intervenantes de Drapeau Rouge qui vous donneront leur top 5. Et on vous fait de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, de vous abonner Spotify, Apple Podcasts, Deezer, ce que vous voulez, de recommander le podcast à vos tops et de le noter 5 étoiles. Et voilà. Et merci à tous pour cette année. Qui était la première année de Drapeau Rouge, pas la dernière. Oh non. Seulement le début. On n'a même pas fait une année complète. On arrive 2026 pour couvrir toute l'année. Toute l'année. Voilà. Toute l'année. Toute l'année. Drapeau Rouge. De janvier à décembre, à part s'il y a un mort, mais... Tu veux dire de l'un d'entre nous ? Oui. Putain, c'est vrai ça. Faut qu'on en parle. De ce qui se passe si l'un de nous... Si l'un de nous meurt, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on gérera ça hors micro. On vous laisse. À dans quelques jours pour l'épisode bonus. Et sinon, à la semaine prochaine pour Magellan. N'oubliez pas d'envoyer vos tops. Gros bisous. Bisous. Ciao.